Quentin Reynolds, né à New York en 1902, a fait ses études à l'Université d'Ontario. Attaché comme journaliste sportif au New York World, il travailla également pour le compte de l'agence de presse International News Service. Il fut correspondant de journaux de presse à Berlin en 1933. C'est sans doute son séjour dans cette ville qui lui inspira le récit que vous allez entendre. Dans cette pièce, Reynolds vous invite à assister à un dîner fort sélect. Vous y rencontrerez un as, aviateur allemand de 14, un ambassadeur français, le plus grand psychiatre du monde, un puissant industriel et le roi des munitions américain. Assemblée bien disparate et sans grand intérêt, allez-vous peut-être penser? Eh bien, supposez que vous entendez l'as allemand annoncer incidemment dans la conversation avant même que tous les invités soient arrivés. Il est possible que je sois obligé de tuer un homme. Ah! Voilà qui vous fait dresser l'oreille. Il s'agit probablement d'un récit qui sort de l'ordinaire, et c'est exactement ce que vous allez écouter. Un récit qui sort de l'ordinaire. Voici L'homme qui rêvait trop, par Quentin Reynolds. Il est possible que je sois obligé de tuer un homme, dit avec douceur le baron von Gentner. Je levai les yeux, mais il ne souriait pas. Il se tenait là, debout, mince, droit, le type même des Junkers. Depuis la guerre, von Gentner avait consacré la plus grande partie de son temps à la musique et à des recherches scientifiques. Je ne voyais personne qui fût, moins que lui, susceptible de nourrir des pensées criminelles. Et de plus, notre conversation avait débuté de la manière la plus innocente. L'Américain Fulton Kramer arrive à Berlin lundi, avait-il commencé. Pourquoi ne donnerions-nous pas un dîner en son honneur? J'avais ri. Kramer est probablement le plus riche américain, von Gentner. Il est peu probable qu'il accepte une invitation à dîner venant d'un correspondant de journal étranger qui ne le connaît même pas. Si, il acceptera. Von Gentner alluma une cigarette. À vrai dire, ajouta-t-il d'un ton calme, il a déjà donné son acceptation. Il m'a téléphoné de Vienne ce matin. En fait, c'est moi qui donne ce dîner. Tout ce que je vous demande, c'est qu'il ait lieu dans votre appartement. À propos, voici le menu. Il me tendit un menu qui me fit réprimer une exclamation. Caviar, consommé au nid d'hirondelle, filet de sole régence, barquette pécoris, suprême d'agneau. Von Gentner, je suis journaliste, et non roi des pécroles, comme Kramer. Château Ludem, Einkirchner, Steffensberg-Moselle 1921, Perrier-Jouet 1921, Cognac Inn 1875. Un dîner de choix, n'est-ce pas? Von Gentner souriait. Du reste, c'est le même dîner qu'a donné Sir Austin Chamberlain à Locarno il y a quelques mois. L'ambassadeur de France qui m'en a communiqué le menu sera d'ailleurs parmi nos invités. Et soit dit en passant, les dépenses importent peu. C'est moi qui les prends à ma charge, mon ami, ajouta-t-il lentement. Si ce dîner se passe comme nous l'espérons, aucune dépense ne sera exagérée. Et voici la liste de nos invités. Il me tendit une liste de 6 noms. Je ne laissai tomber sans force dans un fauteuil. Outre moi-même et von Gentner,
il y avait aussi Henri Beaumont, ambassadeur de France à Berlin. Heinrich Oben, le roi des marchands de canons, probablement l'homme le plus riche d'Allemagne. Le docteur Gerald Schuller, le magicien de l'âme, comme on l'avait surnommé et sans aucun doute le plus grand psychiatre du monde. Celui qui avait commencé là où s'étaient arrêtés Freud et Jung. Et puis il y avait Fulton Kramer. Quel mélange détonnant, Baumgartner, dis-je. Que peuvent bien avoir en commun un ambassadeur de France, le plus grand marchand de canons d'Allemagne, le Crésus américain, et un grand psychiatre? Tous connaissaient bien Morgan Kramer. Morgan Kramer était un grand homme et un grand ami pour chacun de nous. Il est mort il y a 7 ans. Il y aura tout juste 7 ans mercredi prochain. Disons que ce dîner aura lieu en souvenir de lui. Il était, comme vous le savez, le frère aîné de Fulton Kramer. Pendant la guerre, Madame Kramer servit dans l'armée française. Je vous passe les détails, mais il risqua sa vie pour sauver celle d'Henri Beaumont. Par la suite, Beaumont et lui devinrent inséparables. Et nous dit 2 frères. Henri Chauben a fait ses études en Amérique. Lui et Modern furent camarades de faculté, et plus tard Modern épousa la sœur d'Holden. Holden Kramer était-il aussi ami avec Gerhard Schauer? Lorsque Modern Kramer mourut, on apprit qu'il léguait 20 000 livres à Schauer, dit doucement von Gantner. Ils ont dû être très liés, mais von Gantner, je le regardai fixement. Il y a là autre chose. J'ai l'impression qu'il s'agit d'un dîner fort important. Von Gantner me regarda un moment, et c'est alors qu'il me dit « Il est possible que je sois obligé de tuer un homme. » « Vous êtes obligé de tuer un homme ?» Je le regardai avec des yeux ronds. Il se tourna vivement vers moi. « C'est qu'une chose épouvantable à dire, mais à l'exception de Oden, vous êtes le seul homme en Allemagne en qui je puisse avoir totale confiance. Nous sommes bons amis. Le moment est venu pour moi de mettre votre amitié à l'épreuve. Pour certaines raisons, je tiens à donner ce dîner dans votre appartement. J'ai assuré à mes amis qui vont être nos hôtes et que vous êtes l'homme le plus discret de Berlin. Vous et moi avons vécu ensemble des moments intéressants. N'est-ce pas, mon ami? J'acquiesçai d'un signe de tête. Il y avait plusieurs années que je connaissais von Gantner, et il était difficile à 2 hommes d'être plus intimes que nous. Maintenant, laissez-moi m'occuper de tous les détails, continua-t-il. Tout ce que vous savez, c'est que vous allez donner un dîner en l'honneur de Fulton Kramer. Kramer s'intéresse beaucoup à la psychanalyse et songe à doter l'université de Berlin d'un institut de recherche pour les maladies mentales. Naturellement, il veut consulter Gerhard Schauer, ce qui explique la présence de celui-ci à ce dîner. L'ambassadeur de France est un ami de Kramer, tout comme Holden et moi-même. Aussi, oubliez tout ce que je vous ai dit d'autre. Mes domestiques feront le service ce soir-là, si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Ce n'est pas, se hâta-t-il d'ajouter, que je n'ai pas confiance en votre excellente Martha, mais il faut bien qu'elle ait une soirée de libre de temps en temps. Et maintenant, mon ami, au Wiedersehen. Au Wiedersehen, murmurai-je, et il disparut, me laissant fort perplexe.
Von Gattner vient me voir dans l'après-midi le jour du dîner pour procéder aux derniers préparatifs. Il était aussi à l'aise dans une cuisine que dans un laboratoire. Il savait parler d'une sauce aux champignons à un cuisinier, tout comme d'une symphonie de Beethoven à Toscanini. Il savait goûter un vin et en dire le cru, comme il pouvait disséquer les ésotérismes philosophiques d'un Schopenhauer. Et maintenant, il se frotta les mains avec satisfaction. Tout est prêt, il me semble. Oui, ce sera un dîner digne de la mémoire de Morton Kramer. Comment est qu'il meurt? Demandai-je pour dire quelque chose. C'est, dit lentement Von Gattner, c'est ce que nous espérons découvrir ce soir. Je le rappelle vaguement de sa mort. N'a-t-il pas sauté ou n'est-il pas tombé d'une fenêtre d'hôtel, ici, à Berlin? Oui, oui. Von Gattner se hâta de détourner la conversation. Au lieu de cocktail, nous prendrons du vin de Xérès. Je n'ai apporté que cette bouteille. Ce sera suffisant. Il n'y aura pas parmi nous de gros bugueuls. J'ai prévenu nos invités que rien de ce qui aura lieu ce soir ne passera le seuil de votre salle à manger. Entendez, je ne parlerai pas. Après un tel dîner, d'ailleurs, je ne pourrai sans doute plus parler. À propos, la cravate noire fera de rigueur, je suppose. Von Gattner leva les mains horrifiées. Cravate-moi là! Nous avons ici à dîner 4 parmi les hommes les plus importants du monde. Et vous ne pensez même pas vous habiller pour les recevoir? Habits et petit nœud blanc, bien entendu. À 7h30 précise, la sonnette se fit entendre. Et les serviteurs de Von Gattner, le visage impassible, annoncèrent d'un teint solennel le baron Ludwig von Gattner et Herr Fulton Kramer. Fulton Kramer ressemblait très pourprès à ses photographies, ce qui ne laissait pas de surprendre un peu. Grand, les épaules larges, complètement rasé, il était, tel qu'on représente au cinéma, un magnat de l'industrie. Il était vraiment d'une stature imposante, et quand on lui serrait la main, et qu'on sentait le regard droit de son œil impassible, on devinait qu'on avait affaire à quelqu'un qui sortait de l'ordinaire. Ensuite, dès qu'il souriait et parlait, cette impression s'évanouissait. Il devenait alors tout simplement un gentleman calme à la voix douce. « C'est bien aimable à vous de nous avoir invités, » dit-il. À ce moment-là, un domestique apparut avec un plateau sur lequel se trouvait une énorme coupe de caviar entourée de glace. Et sur ce plateau, il y avait aussi la bouteille de Xérès, ainsi que plusieurs verres. Ce fut alors que le domestique de Von Gattner annonça d'une voix retentissante « Son Excellence l'ambassadeur de France ». J'avais interviewé Beaumont une 12aine de fois, et il se souvenait de moi. Un diplomate extraordinaire que Beaumont, l'un des plus capables d'Europe. Il était tout ce qu'un diplomate n'est généralement pas. Immense, avec une masse de cheveux noirs qui lui retombaient constamment sur le front, une moustache en broussailles et de grands yeux bruns qui ne cessaient de clignoter. Grand gourmet et fin causeur, M. Beaumont pouvait parler des heures entières, même à des journalistes. Mais lorsqu'il avait fini, on se rendait compte d'une chose. Il vous avait charmé, mais nullement instruit de ce que vous auriez désiré savoir.
Il ressemblait fort à Lidvinov. Pendant qu'il échangeait des politesses avec von Gattener et Kramer, on annonça Emmerich Oben. Oben était le véritable homme mystère. Jamais on ne l'avait interviewé ou photographié. Petit et mince, la tête rasée, portant monocle, une cicatrice de duel à la joue, tout cela faisait de lui le Prussien par excellence. C'est un plaisir de se retrouver entre amis, fit-il d'un ton plutôt étrange, et se tournant vers moi, von Gattener m'a dit que vous étiez son meilleur ami. Je suis donc à votre service. Dans ce cas, faites-moi le grand plaisir de goûter ce vin de Xérès. Je servis 5 verres, et le domestique, qui était demeuré dans la pièce, les passa à la ronde. « Mais c'est de la trahison !» déclara Beaumont. « Donner à un Français un vin espagnol !»« Les vins français sont de trop grande classe pour être bu avant le dîner, » lui dis-je. « Nous en avons besoin pour rehausser mon modeste menu. » « Et ceci, renchérit von Gattener avec douceur, est un vin de Xérès tout à fait spécial. Regardez l'étiquette. » Beaumont, Oden et Fulton Kramer considérèrent la bouteille. Kramer respira avec difficulté. Soudain, tous furent étrangement tranquilles. « C'est le seul qui n'ait jamais bu, » dit doucement Kramer. « Manzanilla, 1875. Un bon vin de Xérès. Combien délicat de votre part, von Gattener. Juste avant, dirons-nous avant de mourir, juste avant de mourir, il m'en avait donné une caisse. J'ai pensé que ce soir, nous pourrions lui porter un toast. Nous levâmes nos verres. Le visage de Oden était un masque impassible. L'ambassadeur redressa sa haute silhouette et la tristesse parut dans ses yeux rieurs. La main de Kramer trembla et quelques gouttes de son verre se répandirent. À mon frère que nous avons tous aimé de son vivant, et dont nous révérons maintenant la mémoire. La voix de Kramer était plus douce que jamais. Bientôt, peut-être, nous te porterons un autre toast, mon frère. Bientôt, peut-être, nous boirons à ton souvenir en disant « Frère, tu as été vengé ». Il y eut un moment de silence pendant que nous buvions. Il planait désormais un je ne sais quoi de terrible dans la pièce. Je le sentais sans pouvoir préciser davantage. Le maître d'hôtel annonça alors « Herr Dr. Gerhard Scholler !» Et le sortilège, l'ombre indéfinissable qui s'était insinuée dans la pièce, disparurent. Il n'y s'y trouvait plus à nouveau que 4 gentlemen cultivés, souriants, accueillants, un hôte de marque. Von Gattener présenta à chacun de nous le docteur Scholler. Scholler était indubitablement un grand homme. Il avait étudié avec Freud et ensuite avec Adler et Jung. Et il s'était servi de leurs connaissances comme tremplin pour s'aventurer très avant dans les ténèbres du subconscient. Trapu et plutôt de petite taille, tout en sa mise était soigné. J'ai souvent pu deviner le caractère d'un homme à ces 2 choses, à ses mains et ses yeux. Scholler avait des yeux gris, et très placides, qui se touchaient presque,
sous leurs sourcils peu fournis. Mais ses mains étaient fines et douces, et d'une grande mobilité. Elles semblaient être le reflet d'un esprit extraordinairement actif, qui ne pouvait pas rester au repos. Les mains faisaient contraste avec les yeux. Il avait une petite barbe pointue et devait avoir, selon moi, une 50aine d'années. « Que c'est aimable à vous d'être venu, » lui dit Kramer, en souriant. « Votre spécialité m'intéresse, et je songe à doter l'université de Berlin d'un institut psychopathologique. Après tout, vous êtes le plus grand psychiatre de tous les temps. Il me semble ridicule que Vienne, et non Berlin, soit la capitale des recherches dans ce domaine. Certains de mes collègues viennois ne seraient peut-être pas de votre avis, rétorqua Schulzer, en riant. Schulzer avait une voix séduisante, si tant est qu'on puisse appliquer ce qualificatif à une voix masculine. Elle avait le pouvoir, si l'on peut dire, d'une force apaisante. Une idée ridicule me traversa l'esprit. Quel admirable speaker il aurait fait à la radio! Vous avez accompli une œuvre merveilleuse, docteur, reprit Tramer. Vous avez extirpé le subconscient de ses profondeurs pour l'exposer en pleine lumière, où nous pouvons le contempler. On n'a jamais peur de ce que l'on voit. J'ai essayé de bannir la peur, acquiesça Schuller. En Amérique, nous avions considéré la psychanalyse et la psychiatrie comme une sorte de sorcellerie, et ce, jusqu'au jour où vous êtes venu. Vous avez fait alors du subconscient une petite chose familière que nous pouvons comprendre, lui dit Kramer. L'homme de science parut fort satisfait. Une petite chose familière, c'est une très bonne expression, monsieur Kramer. Le dîner fut annoncé, et nous passâmes tous ensemble dans la salle à manger. Il y a, au-dessus de ma table, un grand lustre de cristal, dont la lumière scintillante nous accueillit et éclaira de ses blancheurs une assemblée vraiment remarquable. Les plats se succédèrent et nous parlâmes de bien des choses. Finalement, l'ambassadeur se tourna vers Aubaine. Un journaliste français m'a appris une nouvelle intéressante, Aubaine. Il paraît que toutes les usines de machines à écrire d'Allemagne fabriquent des mitraillettes. C'est exact, dit Aubaine d'un ton solennel. On m'a signalé qu'un journaliste français avait acheté une machine à écrire et qu'elle tirait 24 coups à la minute, tout en direction du Rhin. Von Göttener se mit à rire. La guerre, tout le monde parle de la guerre. Je crois que la guerre est un vain rêve. Aubaine l'interrompit doucement. Les rêves sont du ressort du docteur Schuller. Si la guerre est un rêve, il doit s'y connaître. Sulder se mit à rire. La guerre n'est pas un rêve, la guerre est un cauchemar. Les rêves sont d'étranges choses, fit von Göttener en souriant. Autrefois, nous attribuons la cause à un excès de nourriture. Maintenant, les hommes comme vous s'en servent pour guérir toutes sortes de troubles mentaux. N'est-ce pas, docteur?
Pas tant pour guérir que pour trouver la cause du mal, répondit Schuller avec un sourire. Un rêve n'est pas important en soi. Il n'a d'importance que dans la mesure où il reflète ce que se cache dans le subconscient. C'est là le point important. Il s'exprimait lentement, en un anglais parfait mais un peu hésitant, car nous parlions tous dans cette langue par déférence envers Fulton Kramer. Lentement, d'une façon caressante, précautionneusement, sa belle voix coulait et ses sonorités semblaient se répandre à travers toute la pièce. Je perçus une légère tension qui n'existait pas un moment plus tôt. Je sentis, sans pouvoir l'expliquer, que tout ce qui venait de se passer faisait partie d'un plan concerté, lequel allait atteindre son point culminant. Comment en étions-nous arrivés à parler de rêve? Le sujet semblait venu trop à point nommé pour que ce ne fût accidentel. Je promenais mon regard autour de la table. Les muscles de la mâchoire de Kramer s'étaient-ils contractés? Les yeux de l'ambassadeur Beaumont avaient-ils cessé de pétiller? Aubaine s'appuyait-il davantage en avant? Et que signifiait l'expression de son regard? Ils regardaient tous le docteur Schuller. Il y avait une atmosphère tendue dans la pièce. Le docteur Schuller et von Gattener ne semblaient pas s'en apercevoir. Von Gattener souriait aimablement et nettoyait de temps à autre son monocle. Les domestiques apportèrent les plats, les enlevaient, apportaient du vin, remportaient les bouteilles vides, et nous mangions et nous buvions en connaisseurs, tous, sauf le docteur Schuller, qui touchait à peine au mets et qui ne buvait rien. Et sa voix continuait à se faire entendre, avec ce léger petit accent qui lui donnait une saveur particulière. Pour expliquer la psychanalyse et l'interprétation des rêves, continua-t-il, servons-nous d'une comparaison. Prenons par exemple ce verre de vin devant moi. Je lis l'étiquette de la bouteille, je vois que c'est un vin de Bordeaux, du Louden. Pourtant, cela ne me dit pas grand-chose. N'importe qui peut mettre une étiquette de Château Louden sur une bouteille de vin. Maintenant, je goûte le vin. Il le savoura, puis, se tournant vers moi, s'excusa. J'ai un cœur très fragile, et mes docteurs me défendent de boire. Voilà pourquoi je ne peux faire honneur à votre vin. Dès lors, je sais beaucoup de choses sur ce cru. Je peux regarder derrière l'étiquette. Je sais qu'il a été mis en bouteille au Château Louden, un vieux et beau manoir sur la rive droite de la Gironde, et à quelques 55 kilomètres au nord de Bordeaux, à la limite du Haut et du Bas-Médoc. Le vin lui-même n'est que le reflet du raisin d'où on l'a extrait, tout comme un rêve est le reflet des pensées secrètes, tapis dans le subconscient. Et voilà ce que vous appelez la psychanalyse, s'exclama Kramer. C'est la première fois que j'en viens à considérer la psychanalyse comme une bouteille de vin. Freud l'appelle psychanalyse, dit Gerhard Scholder, en riant. Alder l'appelle psychologie de l'individu, et Jung, psychologie analytique. Le terme importe peu. Tous veulent dire la même chose. Notre science est la science qui donne accès au subconscient. De temps en temps, von Gattener ou Kramer posaient une question. Aubaine demeurait incliné en avant, impassible. L'ambassadeur, lui aussi, restait penché sur la table, sans quitter un instant les yeux le visage de Schuller. La corbeille de fruits fit le tour de la table, et nous dégustâmes du champagne. Du Perrier-Jouët 1932. Tandis que le docteur Schuller parlait,
je remarquai soudain que sa voix s'élevait dans un silence complet. Pas un bruit ne parvenait de la cuisine. « Mais que prouvent exactement les rêves ?» insista von Gatoner, un peu impoliment, me sembla-t-il. « Que prouve la façade d'une maison ?» demanda Schuller d'une voix suave. « Elle ne vous dit pas vraiment ce qui se trouve à l'intérieur, mais elle vous l'indique assez bien. Freud parle toujours de la façade du rêve, et je suis d'accord avec lui. Il serait fort ennuyé, ajouta Schuller sèchement, de me savoir d'accord avec lui. Je veux dire que le rêve n'est que la façade de notre architecture mentale. Derrière lui, il y a notre subconscient. Il faut que nous allions au-delà du rêve pour savoir ce qu'il cache. « Mais comment ?» interrogea Kramer. « Comment un homme, même doué comme vous l'êtes, peut-il voir derrière ce rêve et découvrir les peurs et les inhibitions qui, il est vrai, troublent notre esprit, et comment pouvez-vous chasser ces peurs et ces pensées cachées qui causent apparemment la plupart des rêves? Ce n'est pas toujours facile, reconnut Schuller. Il y a certains rêves qui indiquent toujours, par exemple, la peur du noir. Une aventure dans le noir survenue lors de la prime enfance a pénétré le subconscient d'un homme. Lui-même n'a guère conscience de cette peur. Son rêve nous la révèle. Alors, je me mets à l'œuvre pour chasser cette pensée de mon subconscient. « Mais comment ?» demanda von Gatoner. Schuller haussa les épaules et joignit les doigts de ses deux mains fines. « Il existe beaucoup de moyens. À mon avis, l'hypnotisme est la meilleure méthode. Cela peut paraître mélodramatique, mais j'hypnotise un homme pour le guérir de sa peur du noir. Quand je parle d'hypnotisme, terme très vague, voici ce que j'entends. Ayant endormi un être conscient, je parle à son subconscient. Je convainc son subconscient qu'il n'y a aucune raison de craindre le noir. Et peu à peu, le subconscient communique cette pensée à la conscience. Alors, le malade est guéri. C'est un étrange pouvoir que vous exercez là, docteur, intervint Aubaine qui parlait pour la première fois. Dès l'instant où vous avez hypnotisé un homme, vous pouvez convaincre son subconscient d'à peu près n'importe quoi. Schuller insista. « Oui, dit-il lentement. Oui, sans doute. Mais naturellement, je ne suis qu'un docteur de l'esprit, et mon domaine, c'est la guérison. La mission du psychanalyste, c'est d'agrandir le champ de la conscience. J'ai fait l'autre nuit un songe fort réjouissant, interrompit von Gatoner en riant. Moi qui ne rêve jamais, j'ai rêvé cette nuit-là que je grimpais. Je grimpais dans les airs. Il n'y avait rien pour me soutenir, et pourtant, je continuais à m'élever, et plus je m'élevais, et plus grandissait ma joie et mon contentement. Quel est, entre autres, le sens de ce rêve, Schuller? À supposer qu'il signifie quelque chose. C'est l'un des rêves les plus communs que je connaisse, fit Schuller en riant. S'il se répète souvent, attention, von Gatoner. Votre subconscient, pour une raison quelconque, a un désir effréné de bondir dans l'espace. Tant que votre conscient pourra réfréner ce désir, caché, il ne vous arrivera aucun mal. Mais si ce rêve revient, cela voudra dire que votre subconscient gagne du terrain. Alors, von Gatoner, tenez-vous loin des endroits élevés. Tenez-vous loin des endroits élevés, von Gatoner.
on entendit un petit bruit de verre cassé. Aubaine regardait le pied cassé de son verre. Son visage était livide. Ses yeux étaient froids comme le cristal du lustre qui nous dominait. Maintenant, l'atmosphère de cette pièce était comme électrisée. Je regardais M. Beaumont. Il était penché en avant et regardait Schuller. Toute jovialité avait disparu de son visage, et il me faisait penser à une énorme araignée sur le point de sauter sur une mouche. Il n'avait plus rien du diplomate mondain. Fulton Kramer, lui aussi, regardait Gerhard Schuller, et ses yeux trahissaient l'horreur que lui inspirait ce qu'il voyait. Seule l'expression de von Gattener n'avait pas changé. Un petit sourire se jouait au coin de sa bouche, mais ses yeux ne souriaient pas. Sans un mot, il continuait à polir son monocle sur sa serviette. Gerhard Schuller les considéra les uns après les autres. Désormais, lui aussi se rendait compte qu'il se passait quelque chose de bizarre. Ses petites mains s'agitèrent nerveusement. « Mais, messieurs, pourquoi donc me regardez-vous de cet air étrange? Vous n'avez pas dit à mon frère de se tenir loin des endroits élevés? » La voix de Kramer s'entendait à peine, mais elle dissimulait mal la puissance inhérente à l'homme. Aubaine se redressa. C'était maintenant l'officier prussien, des pieds à la tête. « Nous en avons appris suffisamment, mon ami. » Les mots tombèrent sur la table en rendant un son métallique. « Nous avons un devoir à accomplir. Allons, Kramer, racontez à Gerhard Schuller une histoire qu'il connaît déjà bien. Dites-lui comment votre frère, notre ami, a trouvé la mort. » Mais, messieurs, Schuller souriait d'un rire incertain, mais ses yeux demeuraient impassibles. Je ne... Silence, s'il vous plaît, fit Aubaine d'un ton sec. Allez-y, Kramer. Mon frère, Mordon Kramer, est mort il y a exactement 7 ans, commença Kramer. Il sortit de sa poche 2 lettres à l'écriture fanée. Je me trouvais alors à New York, et ce jour-là, je reçus une lettre de lui. J'en avais reçu une autre la semaine précédente. Les voici toutes les 2. Je ne vais pas me donner la peine de vous les lire en entier. Un silence complet régnait dans la pièce. Le bruit de la circulation ne parvenait même pas jusqu'à ma salle à manger. Kramer avait commencé son récit, mezzo voice, mais à mesure qu'il parlait, son débit se faisait plus rapide et sa voix plus forte. « Il y a 7 ans, continua-t-il, mon frère se trouvait à Berlin. Il avait travaillé dur, très dur, et il s'ensuivit une réaction inévitable. Il n'arrivait pas à dormir, et quand Luc dormait, son sommeil était entrecoupé de rêves. Il avait de temps en temps des étourdissements, mais son docteur lui affirma que son organisme était absolument sain. Mais que, néanmoins, il frisait la dépression nerveuse. Sur ses conseils, il alla vous consulter, docteur Schuller. Il vous parla d'un rêve persistant qui le troublait. Dans ce rêve, il escaladait une montagne dont il atteignait le sommet, puis s'élevait de plus en plus haut dans les airs. Quelquefois, c'était d'un toit de maison qu'il s'élançait, quelquefois d'un balcon, mais invariablement, il y avait cette ascension. Vous lui avez dit, à juste titre,
je le reconnais, qu'il s'agissait là simplement de la protestation de son subconscient contre le surmenage qui lui avait imposé depuis quelque temps. Mettons qu'il s'agissait, comme nous disons nous autres profanes, d'un cas orbilaire de dépression nerveuse, un long repos guéri. Mais vous n'avez pas recommandé un long repos. Vous avez recommandé la psychanalyse. Oui, j'ai tout ceci dans cette lettre, docteur. Madame et moi, nous étions très attachés l'un à l'autre, et il m'a donné presque tous les détails de votre traitement. Vous avez traité mon frère par l'hypnotisme. À moins d'une semaine, il se sentait mieux. Il avait retrouvé le sommeil, mais seulement après que vous l'eûtes apaisé, après que, pour le servir de vos propres termes, vous eûtes endormi son être conscient. Il se prit d'enthousiasme pour votre traitement, et il essaya de vous faire accepter de l'argent. Modène était l'un des hommes les plus riches du monde, et en outre, il était généreux. Là, vous avez refusé son argent. Vous lui avez déclaré que vous étiez suffisamment payé par la satisfaction de l'avoir converti à la psychanalyse. Schuller l'interrompit, et sa voix harmonieuse était d'un ton plus haut que précédemment. Oui, je l'avais oublié. J'ai donné à votre frère 1 ou 2 consultations. J'ai été fort peiné d'apprendre silence. La voix de Aubaine était lourde de menaces. C'est alors qu'un jour, continua Cruller, mon frère vous confia son désir de vous aider, par un legs, dans vos recherches sur les maladies mentales. Il proposa de vous coucher sur son testament pour la somme de 20 livres. Et vous acceptâmes très facile. Mes frères m'envoya par lettre un codicile à ce testament, en me criant d'en être l'exécuteur. J'allègue, docteur Schuller, que dès lors, vous contrôliez complètement le subconscient de mon frère. Comme vous l'avez expliqué, il est possible que le subconscient domine la conscience. J'allègue, docteur Schuller, que vous avez implanté dans son subconscient l'idée de vous léguer 20 livres. Une fois que ça a été chose faite, vous avez modifié le traitement que vous faisiez suivre à mon frère. Vous avez encouragé son subconscient dans son désir impétueux de sauter dans l'espace. Sous l'effet de l'hypnose, vous avez entretenu son désir jusqu'à ce qu'il devienne presque irrésistible. Vous lirai-je un paragraphe ou 2 de la dernière lettre de mes frères? Cramer prit la lettre et lut. La semaine dernière, après avoir été à 2 doigts de la guérison totale, j'ai eu une rechute. Je me suis réveillé la nuit pour me retrouver à ma fenêtre et regardant la rue. La rue au-dessus de moi semblait me fasciner. Le docteur Schuller m'a dit que c'était l'ultime lutte livrée par mon subconscient pour rester le maître. Dans une semaine, la situation-là, je serai complètement guéri. J'ai une confiance absolue en lui, mon frère. Il a une voix apaisante, et quand je l'écoute, je m'endors. Quelquefois, il me semble que sa voix continue quand je dors. Je l'entends vaguement, mais cela doit être par l'effet de mon imagination. Il a commencé aujourd'hui la dernière phase de mon traitement. Il m'a prescrit de me mettre à la fenêtre de ma chambre au moment de me coucher
et de regarder la rue juste au-dessus de moi. L'idée, je l'avoue, m'effraie un peu, mais que c'est le seul moyen de guérir cette peur des espaces élevés, ce désir de sauter et ces étourdissements qui me prennent parfois, c'est de lutter contre eux. Ce soir, je suivrai ces instructions. Kramer s'arrêta. Je regardai Schuller. Son visage était blanc sous la lumière éclatante du lustre. Il passa une main fine sur son front et la retira humide de sueur. Ce soir-là, il suivit vos instructions, continua Kramer. Ce soir-là, il se pencha sur l'appui de sa fenêtre. Et alors la pensée que vous aviez implantée dans son subconscient alla grandissant, comme un incendie dans une maison de bois. Je le vois penché à cette fenêtre, regardant la rue au-dessous de lui, essayant bravement, désespérément, de surmonter cette horrible pensée qui paralysait son maître conscient. Vous savez ce qui arriva ensuite. Il tomba, et un instant plus tard, le monde avait perdu un grand homme, un homme parfait. Il n'avait qu'un seul défaut, Kramer, dit doucement Von Gatteler. C'était un homme qui allait haut. Voulez-vous continuer, Von Gatteler? La voix de Kramer tremblait un peu. Gerhard Schuller, reprit Von Gatteler, et sa voix aurait pu être celle d'un maître d'école, dont elle était incassolelle. Oui, ou la voix d'un juge prononçant une sentence. Nous vous accusons du meurtre de Morgan Kramer. Vous êtes faux, faux. Schuller de son hymne, pas entendu. C'est ridicule. Le meurtre n'est jamais ridicule, ni aube ni voix cassante et forte. Quelquefois, il est triste, comme dans le cas de ce Morgan Kramer, et quelquefois nécessaire, comme dans le vôtre. La bouche de Schuller eut un rictus sous sa barbe brune soignée. Ses yeux s'agrandirent, et pour la première fois, il parut la peur. À différents moments de son existence, continua Von Gatteler, Morgan Kramer a rendu un immense service à chacun de nous. Je demeurais cloué sur mon siège, fasciné, n'en croyant pas mes yeux. Les autres avaient entièrement oublié ma présence. Chacun de nous aimait Morgan Kramer. Nous sommes 4 hommes intelligents, Dr. Schuller. Nous avons senti ce qu'il y avait d'extraordinaire dans la mort de Morgan Schuller. Nous avons eu ce qu'on appelle une intuition. Nous n'avions aucune preuve concrète, tangible, pour nous montrer que la mort de Morgan Kramer n'était pas une mort naturelle. Mais nous avons senti que la vie de Morgan Kramer n'expliquait pas sa mort. Et nous avons senti que sa mort était en contradiction radicale avec sa vie. À l'homme qui a construit le chemin de fer qui traverse la cordillère des Andes ne meurt pas en tombant d'une fenêtre. À l'homme qui a gagné à la guerre toutes les distinctions possibles ne meurt pas comme un névrosé, comme un faible d'esprit. Depuis 7 ans, nous avons tous les quatre essayé de trouver à l'indice qui put expliquer sa fin. Tout ce que nous savions, c'était ces lettres de lui et le codicile à son testament. Et pourtant, chose étrange, nous ne
pouvions vous associer à sa mort, car aucun d'entre nous ne s'y connaissait beaucoup en psychanalyse. Fulton Kramer se rendit alors à Vienne et s'entretint avec les hommes les plus experts de votre spécialité, docteur Schuller. Il leur montra la lettre, expliquant le traitement que vous lui avez administré. Vous n'auriez jamais dû laisser Morden écrire cette lettre, docteur Schuller. Ce fut votre seule erreur. Von Gattener s'arrêta et Kramer poursuivit le récit. Quand je montrai cette lettre au psychiatre de Vienne, ils secouèrent la tête, étonnés. Schuller a dû connaître une grosse erreur, me dirent-ils. Quoi? Il a donné à votre frère le conseil le plus pernicieux? Le traitement pour ce genre de cas est à l'opposite de celui que lui a donné Schuller. Entre l'affaire Allard prive du désir de sauter dans l'espace, il faut le soigner suivant le procédé employé par Jung. Il faut le tenir éloigné des endroits élevés, le tenir éloigné de la tentation de sauter dans le vide, jusqu'à ce que ce désir lui soit arraché du subconscient. Voilà, coquina Kramer, qui nous explique tout. Nous avons discuté la question tous les quatre. Nous en sommes arrivés à la conclusion que vous avez délibérément assassiné mon frère pour ces 20 000 livres. Pourquoi aviez-vous besoin de cet argent, et si vite? Vous étiez riche, mais votre fortune était immobilisée dans une entreprise d'allumettes suédoise. On ne s'imagine jamais un docteur faisant de gros placements, mais c'était votre cas, docteur Schuller. L'entreprise peut le quitter. Si son crédit pouvait être maintenu quelques mois, la crise passerait. Voilà pourquoi vous avez tué Morden Kramer. Vous ne pouvez rien prouver de ceci. Schuller fut d'abord sur pied. Son visage était blême. Et ceci ne tient pas debout. Vous ne pourrez jamais le prouver. J'ai peut-être commis hier dans la façon de soigner votre frère, mais tous les docteurs commettent des erreurs. Vous ne pouvez rien prouver. Vous vous êtes condamné vous-même il y a quelques instants. C'était maintenant Owen qui parlait. Le rêve de Morden, son obsession des scarabs, était de même nature que le rêve imaginaire de Von Gattener tout à l'heure. Et l'avertissement que vous avez donné à Von Gattener aurait pu sauver Morden Kramer. Vous ne pouvez rien prouver, répéta Gerhard Schuller, plus calmement. C'est exact. Monsieur Beaumont parlait pour la première fois, mais sa voix n'était pas la voix de l'ambassadeur de France. C'était la voix calme de la justice, la voix d'un procureur. Nous avons consulté les meilleurs avocats de France et d'Allemagne. Il serait tout à fait impossible de vous condamner légalement. Pourtant, vous êtes un meurtrier, docteur Schuller. Vous êtes un danger pour la société et nous avons décidé que vous deviez mourir, comme le doit tout meurtrier. Et ce soir est un jour tout indiqué. Il y a 7 ans, ce soir, que Morden est mort. Nous perdons du temps, l'interrompit Oden. Von Gattener, donnez ses ordres au docteur. Vous ne pouvez pas m'assassiner de sang-froid, grand Dieu. Vous êtes des hommes intelligents, cultivés. Ses yeux se tournaient affolés de l'un à l'autre. Vous ne pouvez pas. Nous avons
tous vu des hommes mourir, dit Von Gattener. On sentait le mépris dans sa voix. Nous avons tous fait la guerre, docteur Schuller. J'étais assis là, les mains moites. J'étais assis là, avec l'impression d'avoir un bloc de glace contre la colonne vertébrale. J'étais assis là, et je me disais, ceci n'est pas réel, c'est impossible. Je ne suis pas le témoin de la condamnation à mort d'un homme éminent par quatre autres, et non moins éminent. Je me disais cela, et je contemplais la tablée silencieuse. Von Gattener n'était plus maintenant le baron cultivé à la voix douce, dont j'avais l'amitié. C'était l'as de guerre, l'Allemand, l'homme froid, impitoyable, qui avait abattu 40 avions. L'ambassadeur de France. Il était redevenu le colonel Henri Beaumont, le commandant d'un des plus glorieux régiments de France, le soldat austère pour qui la vie n'est qu'un jeu dont la perte entraîne la mort. Aubaine, c'était maintenant le soldat prussien. Nulle trace de pitié ne se lisait sur son visage, mais le dégoût de quelqu'un regardant une créature rampante. Fulton Crawler, l'autodidacte qui est parti de rien, était devenu un grand industriel qui montrait un masque. Ses yeux étaient impassibles et froids. Ce n'était plus maintenant que 4 esprits cultivés, mais une cour de justice sommaire réunis pour juger un homme qui avait enfreint la loi. Von Gattener mit la main à la poche de son gilet. Il en tira une pilule blanche. Il étendit la main par-dessus la table et fit tomber dans la coupe de champagne qui se trouvait devant Gerhard Schuller. La petite pilule blanche dansa joyeusement parmi les bulles. Puis commença à se dissoudre lentement. Schuller regardait la coupe, comme hypnotisé. « Qu'est-ce que c'est que ça, Von Gattener? Qu'est-ce que c'est ?»« Une simple petite pilule, docteur. » La voix de Von Gattener était aussi calme qu'une légère brise. « Rien que 7 décigrammes de Véronal. Rien qu'un soporifique, docteur. Comme vous le savez, elle ne ferait guère mal à un enfant. » Aubaine en tira également une, toute semblable, de la poche de son gilet. Il tendit la main, lui aussi, et laissa la pilule tomber dans la coupe de Schuller. « En voici une autre, docteur, » dit-il. « J'en mets également une pour vous, docteur Schuller. » Monsieur Beaumont jeta une 3e pilule dans la coupe. « Et voici la mienne, » fit la voix douce de Fulton Crawler. Nous regardions tous les pilules se dissoudre. Von Gattener emplit sa coupe de champagne et passa la bouteille à Aubaine, qui l'imita. Cramer et Beaumont firent ensuite de même. Près de 3 grammes de Véronal. Oh Dieu! En voilà assez pour tuer un homme. Je crus que Schuller allait s'effondrer complètement. Oui, dit Von Gattener d'un ton calme. En voilà assez pour tuer un homme.
et il chute du haut du 10e étage de l'hôtel impérial, en voilà assez pour tuer un homme. Comme c'est arrivé, vous vous endormirez tout simplement, docteur, et vous ne vous réveillerez pas. Aucun de nous ne vous aura tué, docteur. Nous ne sommes pas égoïstes, docteur Schuller. Chacun de nous voulait se venger du meurtre de Morgan Craven. Mais nous ne sommes pas égoïstes. Chacun de nous a bien voulu laisser les autres participer à votre exécution. Les yeux de Schuller ne quittaient pas sa coupe. Les pilules étaient maintenant complètement dissoutes. Des bulles avaient disparu et le champagne avait l'air d'un vin quelconque. Von Gattener se leva. Les autres suivirent. Je me retrouvais debout, moi aussi. Maintenant, docteur, voulez-vous porter un toast avec nous? Les mots de Von Gattener, proférés d'une voix tranchante, pénétraient l'être conscient du docteur Schuller comme un couteau. Il se leva presque machinalement. Et si je refuse? Sa voix harmonieuse était maintenant basse et rauque. Il regarda tour à tour les visages sévères qui scrutaient le sien. « Vous ne refuserez pas, docteur, » lui assura Von Gattener. « Il n'y a pas de salut pour vous, docteur. Vous êtes devant un peloton d'exécution, mais un peloton d'exécution aux armes intellectuelles. Nous sommes seuls, docteur. Les domestiques sont partis. Il n'y a pas de salut pour vous. Voulez-vous porter un toast avec nous, docteur? La voix d'Holden était aussi coupante qu'une rafale inattendue de vent glacial. Voyez-vous, docteur, dit M. Boulon d'une voix ordinaire, vous ne pouvez que vous exécuter. Fulton Kramer leva sa coupe. À mon frère, dit-il simplement. Les autres aussi levèrent leur coupe, mais sans quitter des yeux Schuller. Machinalement, comme nu par une force étrangère à sa volonté, Schuller porta sa coupe à ses lèvres. Puis, il but la coupe d'un seul trait. Puis, il chercha le dossier de sa chaise et s'y agrippa d'une main. Les autres finirent leur coupe et la reposèrent sur la table. 3 grammes de Véronal. Le visage de Schuller n'était pas beau à voir. 3 grammes, murmura-t-il. Dans 10 minutes, je serai... 4 minutes, docteur Schuller, l'interrompit Von Gattener. Dans 4 minutes, vous serez mort. Le Véronal agit vite, docteur. Même maintenant, sans doute, vous devez sentir une contraction dans votre gorge. Votre gorge est sèche, docteur. Vous sentez vos muscles se durcir. Maintenant, docteur, le Véronal atteint votre cœur. Vous sentez les muscles de votre cœur se contracter, docteur. Il vous serre le cœur dans leur étau. Vous pouvez les sentir, docteur. Vous pouvez... La coupe de Schuller se brisa sur la table. Il y eut un sanglot étouffé. Oui, je le sais. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Il porta une main tremblante à son col, et un peu d'écume à sa bouche se répandit sur le noir de sa barbe. Vous êtes des assassins, entendez-vous? Des assassins. Oui, j'ai tué Morgan Kramer. Oui, je l'ai tué comme vous l'avez dit. Je l'ai tué et je vous tuerai. Sa voix ne fut plus qu'un long cri convulsif. Je l'ai tué! Tué! Soudain, son visage se contracta. Il leva alors la tête
et ses prunelles s'agrandirent. Elles s'agrandirent, et lui aussi sembla gagner en taille. Il porta une main tremblante à son cœur, et puis, sa tête retomba aussitôt. Il s'abattit en avant de façon grotesque et glissa à terre. En 3 enjambées, Baumgartner traversa la pièce, et il se pencha sur lui. « Mort !» dit-il d'un ton solennel. « Mort ! Son cœur était très faible, savez-vous? C'est un grand dommage, messieurs. Schuller était un grand savant. » Baumgartner se tourna vers moi. « Téléphonez pour demander une ambulance, s'il vous plaît. Il faut que nous le fassions ramener chez lui. »« Mais la police ?» bredouillai-je. « La police constatera qu'il est mort d'une embolie. Une autopsie révélera la présence du véronal. » Je tremblais un peu maintenant. « Du véronal? Allons donc. Il n'y avait pas à s'en douter. » Baumgartner souriait. « Les 4 pilules que nous avons données au docteur Schuller n'étaient que du sucre. Des pilules du sucre. Le plus banal. Nous n'avons pas tué le docteur Schuller. C'est son subconscient qui l'a tué. » Je regardai les autres en proie à la stupéfaction. Holden fit un signe de tête affirmatif. Beaumont de même. Et Kramer me demanda posément « Baumgartner vous a-t-il jamais menti ?» Baumgartner posa sa main sur mon bras. « Le coupable s'est puni lui-même. Nous nous sommes servis de cette méthode sur la vie même du docteur Schuller, c'est-à-dire sur la vie donnée dans l'un de ses livres. Je me souviens fort bien de la citation. La voici. Le subconscient peut être un ennemi puissant. Une pensée peut être implantée dans l'être conscient, et si cette pensée est assez puissante, elle pénétrera dans le subconscient et le dominera. La conscience pourra tenter de rejeter cette pensée comme absurde, mais il pourra arriver que le subconscient soit le plus fort et la retienne. Si la pensée est elle-même assez puissante, elle sera capable de dominer le cœur et les autres organes essentiels du corps. En certains cas, une pensée pourra s'insérer dans le subconscient et être assez bouleversante pour provoquer la mort. Baumgartner fit une pause. Passons dans l'autre pièce. Voyez-vous, mon ami, nous avons introduit une pensée terrifiante dans l'esprit de Gerhard Schuller. Elle a pris complètement possession de lui, et son être conscient a eu beau essayer de le rejeter, il ne l'a pas pu. Et son cœur, qui n'a jamais été très solide, a succombé à la suggestion de son subconscient. Maintenant, voulez-vous demander une ambulance au téléphone? Je décrochai le téléphone. Au moment où j'obtiens l'hôpital de Berlin, j'entendis la voix de Fulton Kramer dire tranquillement « Ce soir, pour la première fois depuis 7 ans, je dormirai en paix. »